Majorette, fanfare, tenue de soirée pour les femmes. Cela ressemble à un mariage, mais nous sommes dans un cimetière. Et comme tous les dimanches, c'est un défilé d'enterrement. Dès 15 h dans les allées, début d'embouteillage. Aux intersections, des employés se chargent de la circulation et orientent les convois funéraires. Cet après-midi, 23 enterrements sont au programme. Nous sommes à Dovecot, le plus grand cimetière de la Jamaïque, situé à quelques kilomètres de Kingston, la capitale. Dans cette remorque, transformée en corbillard, Jermaine, un jeune homme de 24 ans, exécuté de 4 balles dans la tête. La signature des gangs. Tim Cazers. C'était mon fils, vous savez, l'aîné. J'en ai 2. Nous vivons dans un ghetto où il y a une sorte de frontière entre les gangs, avec beaucoup de rivalité entre eux. Des gens ont dit que des personnes de notre quartier ont créé des ennuis dans un autre quartier. Pas mon fils directement. Mais un des gangs a décidé de se venger et de s'en prendre au premier qui croiserait. C'est mon fils qui a été sacrifié. En Jamaïque, aucune famille ne reconnaîtra officiellement que son fils était un bandit. Mais le cercueil de Jermaine est très caractéristique du goût très kitsch des gangs. Couvercle en plexiglas et de chaque côté des autocollants de marques de luxe et d'alcool. Comme Jermaine, chaque mois, plusieurs dizaines de jeunes tués par balle sont enterrés au cimetière de Dovecot. Un drame sans fin. D'un enterrement à l'autre, entre les tombes, la même histoire. Cette jeune femme pleure la perte d'un ami proche. Ils lui ont tiré dessus plusieurs fois. Il est tombé, mais il tirait encore. J'ai dû perdre 25 amis au moins. Comment? La violence. Tout le monde veut une arme, même les bébés. Si tu ne fais pas attention, les mômes dès la petite école te disent « Je vais chercher mon flingue et je vais te tuer ». Et il est sérieux, tu peux le croire. Il sait où le trouver. Une heure plus tard, un nouveau convoi se présente. Cette fois, c'est le jeune frère de cette adolescente qui est inhumé. Que lui est-il arrivé? Un tir l'a tué. Et à quelques mètres à peine, les funérailles du mari de cette femme, également assassinée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Un gangster est venu et l'a descendu. En fin d'après-midi, dernière inhumation de la journée. C'est la mise en terre du cousin de cette jeune fille. Il a reçu 2 tirs en pleine tête. C'est terrifiant, ça n'a pas de sens. Tu as peur pour ta vie? Oui. Pourquoi? Parce que beaucoup de mes proches ont été tués. Juste comme ça. Tout peut arriver ici. J'ai peur. Très peur pour ma vie. La Jamaïque est un des pays les plus violents au monde. Plus d'1 millier de morts en 2011 par balle ou arme blanche. La plupart du fait de la guerre des gangs. La Jamaïque, le pays de Bob Marley et d'Usain Bolt, est d'abord une destination paradisiaque. Des kilomètres de plage, des îlots baignés dans une eau turquoise et une température idéale, 30 degrés toute l'année. Située à 12 heures de vol de Paris, cette île des Caraïbes n'est pas plus grande que la Corse. Chaque année, dans les gigantesques complexes hôteliers du nord de l'île, débarquent plus de 2 millions de touristes, essentiellement américains. Mais la Jamaïque, c'est aussi le 3e pays le plus violent au monde, juste derrière l'Irak, mais devant la Colombie et le Mexique.
Une violence qui ne date pas d'hier. Depuis 50 ans, le pays est sous la coupe de gangs ultra dangereux. À l'origine, c'était de simples milices, financées et armées par les deux principaux partis politiques du pays. Le PNP de gauche et le JLP de droite se disputent le pouvoir et sont prêts à tout pour contrôler le territoire. À commencer par Kingston, la capitale. Cette ville d'1 million d'habitants compte une quarantaine de quartiers appelés des garnisons. Les contrôler, c'est obtenir des sièges au Parlement et s'enrichir par la corruption. Problème, au fil du temps, ces milices politisées sont devenues de véritables gangs, des organisations criminelles qui se livrent au trafic d'armes et de drogue, notamment vers les États-Unis, situés à moins de 1000 km. En 2010, Washington veut en finir avec ces réseaux criminels et fait pression sur le gouvernement jamaïcain. Conséquence, les forces de l'ordre de Kingston lancent un assaut dans le ghetto de Tivoli Garden. C'est alors le fief de Dudus Cook, le chef de gang le plus puissant du pays. Les combats contre ces hommes de main durent plusieurs semaines et font 73 morts, y compris chez les civils. Dudus est arrêté et extradé vers les États-Unis. Il sera condamné à 23 ans de prison. Depuis cette arrestation, les autorités de l'île font de la lutte anti-gang leur priorité. Un combat qui est loin d'être gagné. Exceptionnellement, un chef de gang a accepté de nous faire partager sa vie au cœur d'un ghetto jamaïcain. Rapide comme l'éclair. Après de longues négociations, un gang redouté de Kingston a bien voulu nous parler de ses activités illégales. On échange des armes contre de la drogue. Pour la première fois, les commandos d'élite jamaïcains ont autorisé une caméra lors de patrouilles dans les ghettos les plus dangereux. Hé, le type dans la voiture! Arrête-toi! Stoppe le véhicule! Face à cette violence, Tseti Davis, un boxeur professionnel, pense avoir une solution. Un fight club pour canaliser l'agressivité des jeunes des ghettos. La guerre commence ici et se termine ici. Derrière le dépliant touristique, découverte d'un pays gangréné par la pauvreté et les gangs. Trafic de drogue, règlement de comptes et corruption ont dévasté le pays. Éliminer les gangs est une question de survie. Mais la petite perle des Caraïbes va-t-elle y parvenir? Notre enquête au cœur des gangs commence à Kingston, la capitale jamaïcaine. Une ville divisée. Les riches habitent sur les hauteurs, derrière de hauts murs sécurisés, dans des résidences de luxe, avec gardiens. Quant aux pauvres, la grande majorité des habitants de Kingston, ils vivent dans ces ghettos en tôle rouillée, comme celui de Trenchtown, où a grandi Bob Marley. Ici, on tente de survivre avec moins de 40 € par mois. C'est dans l'un de ces ghettos de Kingston, celui de Barbican, que Sean Fortin, un chef de gang très redouté, nous a donné rendez-vous. Et ce matin, il est à cran. 2 de ces hommes se sont battus pour une histoire de femme. Ils ont sorti les couteaux, Sean Fortin a été blessé au bras en voulant s'interposer. Lumi en t-shirt noir et Harry en t-shirt blanc n'emmènent pas large. Leur chef leur passe un savon. Harry est un frère, c'est une blague de vouloir le tuer. Je suis en colère, mec. Super en colère, là. Je suis en colère, là. Je sais que t'es énervé. Harry, t'es sûr que Lumi a bien dit ça? Je suis vraiment énervé, là. Jamais Lumi ne dirait des choses pareilles, mon frère. Harry et Lumi sont des membres du gang de Sean Fortin. Ces soldats, comme ils les appellent. L'entaille est profonde. Le chef de gang se fait conduire à l'hôpital. Je dois me faire recoudre. J'ai essayé de séparer 2 soldats et je me suis pris un coup de lame. L'artère est touchée. Je dois stopper l'hémorragie. Il y a des choses qu'on sait faire, comme extraire une balle. On n'a pas besoin de docteur pour ça. Mais là, j'ai besoin d'une piqûre parce que la lame avait l'air rouillée. Malgré la douleur, il doit attendre son tour, comme tout le monde. Et ça l'inquiète. Dieu m'est témoin, ils veulent me laisser crever ou quoi?
Énervé, il appelle une de ses relations à Kingston, un autre chef de gang qui a le bras encore plus long. Boss, j'ai pris un coup de couteau et je suis en ce moment à l'hôpital. Mais je sais pas pourquoi il ne s'occupe pas de moi. Sean Fortin lui raconte l'incident et son interlocuteur est prêt à le venger. Il tente alors de le calmer. Non, laisse-les tranquilles, je vais revenir bientôt, c'est juste un accident. Ne fais pas de mal aux deux gamins, t'entends frère? Ne touche pas aux gamins. Regardez, ça se remet à saigner. Que vous est-il arrivé? Deux types se battaient dans mon bar, j'ai essayé de les séparer et j'ai été blessé par le couteau. Prenez votre temps s'il vous plaît, docteur. C'est la dernière fois que nous avons vu Sean Fortin. Un mois après cette agression, il a été retrouvé assassiné sur une plage de Kingston, le corps criblé de balles et lacéré de coups de couteau. Il avait 38 ans. Quelques semaines avant sa mort, Sean Fortin a accepté qu'on le suive dans son quotidien. À l'époque, il est le boss de Barbican, un quartier peuplé de dizaines de milliers d'habitants, situé au nord de Kingston. Dans ce coupe-gorge, il joue les shérifs. Lui seul fait la loi. La police ici, c'est moi et mes soldats. Tu comprends? On règle nous-mêmes les problèmes. Un shérif un peu particulier. L'homme a déjà passé 14 années en prison pour des affaires de meurtre et a toujours sous la main un 9 mm dont il n'hésite pas à se servir. Si un type tue un seul de mes jeunes, il sera vengé par la mort de 100 des leurs. Et pour faire régner l'ordre dans son ghetto, le chef de gang affirme aussi diriger une redoutable armée de gangsters. J'ai environ 500 soldats, mec. Je te mens pas, hein. 500 hommes prêts à se mettre en mouvement au premier signe. On a des types partout. 500, un chiffre impossible à vérifier. Après négociation, 3 d'entre eux ont fini par accepter de nous rencontrer. Ce sont ses plus proches lieutenants, cagoulés pour la circonstance. L'interview est tendue. C'est un Smith et Wesson. Celui-là, un SKS. Notre général, on le respecte. Nous sommes prêts à tout pour lui. Ces soldats des ghettos sont capables de tuer pour leur chef, mais aussi pour de l'argent. Si c'est dans un quartier risqué, c'est 10 000 € par tête. Certains gros bonnets, des types pas faciles, ça va être dans les 25 000 €. Mais à la question jusqu'où sont-ils prêts à aller, nos interlocuteurs s'énervent. Ici, nous défendons notre vie, notre gagne-pain. Tu ne peux pas me demander si je suis prêt à mourir. C'est une question stupide. Quand tu me demandes ça, tu sais ce que je devrais te dire. Mais t'es suicidaire? Serait-il prêt à se sacrifier pour la communauté? Nous n'en saurons pas plus. Les gangsters mettent fin à l'interview. Pour entretenir son gang, il faut de l'argent. 2 fois par semaine, Sean Fortin organise à Barbican des nuits gogo. En clair, des soirées avec des prostituées pour ses soldats et aussi les jeunes du quartier. Mes filles, on dirait des élastiques, mec. Elles se penchent en faisant un S et se redressent en faisant un Z. 23h30, la soirée est lancée. À l'entrée, une dizaine d'hommes assurent la sécurité. Voilà 2 types sérieux. Ce sont mes gangsters, mes soldats. Ils sont là pour s'assurer que tout se passe bien. Matelés, des vrais guerriers. En coulisses, derrière le sound system, les prostituées attendent le feu vert du chef de gang. La drogue et l'alcool aidant, elles lui ont promis de sortir le grand jeu.
Je m'appelle Température, bienvenue à Birdsucker Lane. Ici c'est le top. Température, certains l'aiment chaude, d'autres l'aiment fraîche. Je vais vous montrer un vrai show ce soir. Ça va te décoiffer, je te le promets. Et pour motiver les clients, c'est le chef de gang en personne qui chauffe la salle. Qu'une de mes filles monte sur scène. Allez, musique! Donnez des billets à mes danseuses, donnez-leur des billets. On fait du business ce soir. C'est un go-go club, les gars. Lâchez votre fric aux nanas. Toute la nuit, Température et Statius vont enchaîner les striptease et les acrobaties au milieu du public. Au tarif Sean 14 ce soir-là, c'est 5 € la lap dance et 30 € la passe. Quant à la commission du chef de gang, elle reste secrète. L'argent est la mère de mon bébé. Je n'ai besoin de rien d'autre pour être heureux. Voilà ce qui me plaît. Tu me parles de flingue, mais tu ne sais pas ce que c'est. Je n'aime pas les armes. Les armes sont juste une nécessité. La soirée avance. Sean 14 est maintenant sous l'emprise de la drogue et de l'alcool. Mais il reste suffisamment lucide pour protéger sa recette. Et tu n'as pas peur de te faire voler? Celui qui essaie se prend une balle directe, qu'il ne s'y risque même pas. Sean 14 ne plaisante pas. Il a plusieurs meurtres à son actif. Et à ce moment-là, il était en liberté conditionnelle. Si Sean 14 était sur ses gardes en permanence, c'est que la guerre des gangs a tué officiellement 553 personnes en 2011 en Jamaïque. Un chiffre énorme pour une petite île de moins de 3 millions d'habitants. Ces gangs s'entretuent essentiellement aujourd'hui pour protéger leurs activités illégales, comme le trafic de drogue, d'armes ou encore le vol et le racket. Après de longues négociations, un des gangs les plus puissants et dangereux de la capitale a accepté de nous rencontrer. Rendez-vous est pris à quelques kilomètres du centre de Kingston, en pleine jungle. Le gang a imposé ses conditions. Le choix du lieu, aucun nom, visage masqué. La plupart d'entre eux n'ont pas 18 ans. Entre leurs mains, des armes de guerre. Ça, c'est un 9 mm avec un chargeur de 9 balles. Un flingue de fou, mec. Les flics en ont peur. On a aussi des tas de munitions. Et toutes vos armes, elles ont déjà servi? Ces flingues sont sales, mec. Beaucoup de meurtres, donc on les cache très loin. Regarde, ce AK-47 a été fabriqué avant ma naissance. Cela fait plus de 20 ans qu'il sert à protéger notre ghetto. Et si la police vous attrape avec ces armes, vous risquez quoi? Ça dépend du nombre de meurtres dans lequel l'arme a trempé. On peut t'accuser de tous les meurtres liés aux flingues. Tu peux passer ta vie en prison. En Jamaïque, tous les prétextes sont bons pour dégainer et afficher sa puissance face aux gangs rivaux, installés à quelques rues dans le quartier voisin. Pourquoi décidez-vous de commencer une guerre? Pour n'importe quelle raison, mec. Un type te manque de respect, c'est la guerre. Un coup de couteau, c'est la guerre. Parfois, tu peux t'en sortir en discutant, mais la guerre peut surgir à tout moment pour n'importe quoi. Le chef du gang nous avoue pouvoir acheter toutes ces armes grâce au trafic international de ganja, le cannabis local. On échange souvent du cannabis contre des cartouches et des flingues. On achète la drogue, on l'envoie à l'étranger, et en retour avec l'argent, on se procure des armes, des cartouches. Parfois, on revend aussi quelques flingues pour s'acheter une voiture ou ouvrir un autre business, comme un bar. Des gangs puissants comme celui-ci, l'île en compte des dizaines. Leur trésor, une ganja qui pousse comme de la mauvaise herbe. Pourtant, cela fait un siècle que sa culture et sa consommation sont interdites en Jamaïque. Depuis 2010 et les spectaculaires opérations anti-gang, le gouvernement jamaïcain a décidé de traiter le problème à la racine. Pour priver les gangs de leur première source de financement, les forces de l'ordre ont lancé une campagne d'éradication des cultures de cannabis. Ce matin, mission repérage avec l'armée de l'air. Le sergent Whiteley est un expert d'une efficacité redoutable.
Moi et mon équipe, une fois, nous avons détruit en une seule journée 20 tonnes de ganja. Et dans un autre coin qu'on suspectait, lors d'une autre mission, on a repéré 180 plantations. Le sergent a déjà mené plus d'une centaine de missions de ce genre. Et curieusement, il ne se sert pas que de ses yeux. En basse altitude, la plupart du temps, on peut sentir la drogue. Et ce matin encore, son flair va payer. Là, à 2 heures. Là, il y a 2 champs juste derrière le bois. Assis à côté du sergent Whiteley, un soldat note les coordonnées GPS des cultures. Au sol, des militaires seront chargés de les détruire. Tout ça, c'est de la ganja. Les producteurs ne prennent même plus la peine de cacher le fruit de leur récolte. Là, sur la droite, il y a de la ganja en train de sécher. Suspendu sous les toits, c'est comme ça qu'ils la sèchent. Autour de ces cabanes, des kilomètres de ganja sont plantés le long de canaux d'irrigation. Un labyrinthe très difficile d'accès. Plus loin, sur des bâches bleues, peu discrètes, la drogue est séchée. Et pour exporter leurs marchandises, les gangs utilisent de petits avions privés, comme celui-ci. Ils utilisent des pistes abandonnées. Ils chargent et repartent aussitôt. Haïti est l'île de tous les trafics depuis longtemps, parce que les gangs échangent avec ce pays de la drogue contre des armes. L'île d'Haïti, autre plaque tournante de ce trafic, n'est qu'à 1h30 de vol de la Jamaïque. Face à l'étendue des plantations, le travail des soldats au sol semble dérisoire. On estime que seulement 10% de la production de cannabis est détruite chaque année en Jamaïque. Les soldats, par manque de temps et de moyens, sont contraints de laisser de côté les jeunes pousses qu'il faudrait arracher à la main, une par une. C'est de la ganja. Elles sont trop difficiles à couper. Il faut attendre qu'elles grandissent. Seuls les pieds arrivés à maturité les intéressent. Celle-ci est prête. Ils vont sécher les fleurs, puis les compresser pour l'export. Des champs comme celui-ci appartiennent à des paysans qui revendent leur production à de gros trafiquants. Cette plantation représente des milliers d'euros. Pour la détruire, les militaires sont assistés d'ouvriers agricoles. Pourquoi les paysans font ça? Pour l'argent, monsieur. Ils tentent leur chance. C'est risqué ce business? Ouais, c'est risqué. Faut pas se faire attraper. Risqué car cultiver de la drogue est passible de plusieurs années de prison. Aux yeux de la justice jamaïcaine, ces petits paysans sont en effet complices des réseaux criminels internationaux. Mais si une grosse partie de la production est exportée, le reste est vendu par des dealers aux 4 coins de l'île. Et cela, même dans les endroits les plus touristiques. À 80 km au nord de Kingston, Montego Bay, ce lieu d'escale des croisiéristes est une station balnéaire très prisée des vacanciers. Nous sommes en vacances, c'est un super coin ici. Mais les plages de rêve sont protégées par des grilles, car elles ne sont situées qu'à quelques pas du centre-ville, un quartier où les gangs se disputent le commerce de la drogue. Dans les guides, on déconseille d'ailleurs fortement de s'y aventurer seul. Ici, pour préserver le tourisme, la première ressource du pays, les autorités font le grand nettoyage. Depuis un mois, une unité des commandos anti-gang, venue spécialement de Kingston, opère dans la ville. Une trentaine d'hommes suréquipés qui préparent ce matin une opération coup de poing dans un haut lieu du trafic de drogue, le marché central. Il s'agit de démanteler un réseau de revendeurs. Nous sommes samedi, il est 11h et les allées sont bondées. L'armée a bouclé le secteur. Policiers et militaires passent le marché au peigne fin.
Mets tes mains sur la tête, mets tes mains sur la tête. Les marchands sont fouillés, un par un. Certains commerces ne sont qu'une couverture. Dans cette échoppe, à première vue, rien d'anormal. Mais la persévérance des policiers va finir par payer. Caché sous le toit, un premier sachet suspect est découvert. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des graines de cannabis. Vous en avez trouvé beaucoup? Non, juste ça. De l'herbe. Je me fais toujours piquer pour du cannabis. L'équipe en est sûre. Le Rasta est un dealer. Elle décide de fouiller de fond en comble toute la boutique. Hé Rastaman, regarde. Regarde ce que je viens de trouver dans ces chaussures. Si, regarde bien. Mais c'est de l'herbe, seulement de l'herbe. Des dizaines de sachets sont cachés un peu partout. Les prises s'enchaînent. Dans ses escarpins, puis ses bottines, d'autres surprises. Le Rasta est alors menotté. Sous une table, dissimulé dans un aérosol trafiqué, l'argent présumé de ce trafic. Ce sont des dollars canadiens, américains et des livres anglaises. L'équivalent de quelques centaines d'euros, plusieurs mois de salaire en Jamaïque, et des devises étrangères qui confirmeraient la vente organisée de drogue aux touristes. Mais ce n'est pas tout. Un des policiers le soupçonne d'être impliqué dans une affaire beaucoup plus grave. Je pense que c'est un type recherché pour un meurtre commis à Sainte-Catherine. Le Rasta est embarqué dans un fourgon sécurisé. Il va être entendu au commissariat de Montego Bay. C'est quoi ton surnom? Tinted. Pardon? On m'appelle Tinted. Ok, et tu es au courant de la fusillade pour laquelle tu es soupçonné? Et du flingue qu'on a retrouvé? Non, je suis pas au courant de tout ça. Mais les policiers disent que je suis accusé de meurtre. Rappelle-toi ce que je t'ai expliqué. Une fois que le détective se sera occupé de toi, on saura si oui ou non. Le suspect nie en bloc. Mais les policiers ont retrouvé son arme avec des empreintes sur les lieux du crime. L'homme est placé en garde à vue. Pour la policière, il y a peu de doute sur sa culpabilité. Plusieurs policiers qui ont participé à l'enquête sur cette affaire de meurtre étaient là aujourd'hui au marché. Et ils ont reconnu son visage et son look de Rasta. Quelques dealers de ganja et un meurtrier présumé arrêté. L'opération est un succès. Mais en Jamaïque, la police a du pain sur la planche. Plus de 300 gangs se partagent le pays. Au quartier général à Kingston, une autre unité se prépare. Aujourd'hui, c'est le sergent Bernard qui conduit l'opération. Avec ses hommes, ils vont patrouiller dans les ghettos de Spanish Town, une ville située à 20 km de Kingston. Ici, les Klansmen et les One Order, deux gangs extrêmement dangereux, font la loi. À l'entrée d'un quartier, le sergent Bernard sent une forte odeur de ganja. Un groupe de jeunes est repéré. Hé toi, tu fumais de la ganja? Je la sens encore. Garde tes mains en l'air. Garde tes mains en l'air pour ta sécurité et la mienne. Je sens de la ganja. Qui est en train de fumer de la ganja? Ça, c'est un mégot de ganja. Il est encore chaud. Vous deviez fumer quand on est arrivé. Je vous demande d'arrêter de fumer de la ganja. C'est illégal. J'ai trouvé de la ganja dans la maison. De la ganja? Oui. À l'intérieur, un policier a découvert plusieurs sacs remplis de drogue et les bénéfices du trafic. Voilà, c'est la ganja. Et ça, c'est l'argent. C'est illégal, alors on doit l'arrêter. Vous avez le droit de garder le silence. Combien d'années de prison risque-t-il pour ça? Non. En Jamaïque, tu ne vas pas en prison pour si peu. Tu as seulement une amende de 40 ou 50 euros comme dealer et 20 euros pour la possession. C'est pas ton jour, hein? Une peine symbolique. Ces dealers de ganja sont pourtant pour la plupart des membres de gangs. Mais il est très difficile de les confondre, car en Jamaïque,
ils sont protégés par la population. Une attitude qui énerve le chauffeur de la patrouille. Les gangsters sont perçus ici comme des Robins des Bois. Ces mecs utilisent des armes pour commettre des vols en dehors de leur ghetto et distribuent ensuite une partie de leur butin aux femmes et aux enfants. C'est pour ça que les gens les soutiennent. En se faisant passer pour des Robins des Bois dans leur quartier, les gangs se protègent des dénonciations. Un système habile et difficile à démonter. De l'autre côté de Kingston, quartier de Barbican, nous retrouvons Sean Fortin, le chef de gang. Lui aussi soigne son image de bienfaiteur. Tous les samedis, il joue les grands seigneurs en organisant une activité réservée aux moins de 12 ans. Et il tient à ce que tout le monde le sache. Hey Yunjo, tu vas pas à la piscine? C'est prévu pour que les gamins s'éclatent. Les mômes, vous êtes tous les bienvenus à mon samedi des enfants. De 10h à 17h, Sean Fortin offre à tous les enfants de Barbican une journée piscine. Donne-moi une bière, ma sœur. Sa tournée de promotion achevée, Sean Fortin rejoint son repère. Les premiers enfants sont déjà arrivés. Et parmi eux, il y a son propre fils. Voilà l'héritier du trône. Sean Fortin impose des règles très strictes aux enfants. Ici, on n'accepte jamais les pistolets à eau. On ne veut pas voir ça. On veut voir des stylos à eau. Car le stylo est plus puissant que le couteau. Sean Fortin croit-il vraiment à son propre discours? Lui-même n'a pas eu le choix. Enfant du ghetto, il a appris très tôt à utiliser une arme à feu. Un sale type a attrapé ma sœur par la nuque pour la traîner à l'écart. Il n'a pas violé, mais il a essayé. Je lui ai tiré 13 balles dans la poitrine. 13, mec. J'ai passé 14 jours en prison et je suis ressorti. Pourquoi ils n'ont pas trouvé de preuves? Dans le ghetto, quiconque parle sur toi est un informateur. Toute sa famille sera mise à mort. C'est contre nos règles. C'est très dangereux de parler à la police. Et les enfants, soyez sages. Hein. Sean Fortin a commis d'autres crimes depuis. Il a plusieurs fois échappé à la prison grâce à la solidarité du gang. Une fois, un juge m'a assigné une caution de 5 000 €. C'est mes soldats qui ont réuni la somme. Le chef de gang est d'ailleurs en liberté conditionnelle pour un meurtre qu'il conteste. Toutes les semaines, il doit aller pointer au commissariat. Ils ont essayé de m'accuser d'association de malfaiteurs dans l'intention de commettre un meurtre et de voler une voiture. Mais ces accusations ne tiennent pas. Celle de meurtre, elle a déjà disparu. Son cahier de liberté conditionnelle à la main, devant les policiers, le chef de gang fait à chaque fois profil bas. Une façon de les amadouer et d'éviter les questions gênantes sur ses activités criminelles. C'est bon, vous pouvez y aller, mais restez à notre disposition. Bonne journée, madame. Nous organisons un concours d'orthographe dans la soirée. Sortez! Et si vous voulez, vous êtes la bienvenue, madame. Sean Fortin aimerait bien que les policiers oublient un peu ses crimes et le voient sous un autre jour. Mais difficile de les abuser. Ce samedi soir, c'est donc sans spectateurs que le chef de gang fait son show. Avec une méthode bien à lui, il entame un cours d'orthographe. J'ai 3 € ici à distribuer aux vainqueurs du concours d'orthographe. Ces enfants sont surtout attirés par l'argent, car tous sont déjà scolarisés. Mais pour Sean Fortin, c'est un moyen de séduire d'éventuels futurs recrues. Le premier mot que je vous demande d'épeler est classify.
Qu'est-ce que tu dis? AI. Non, ça. AI? Non, monsieur. Je vous donne une dernière chance. Je te demande d'épeler le mot hornblende. Yeah. 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 Non. Mais tu dis horn. Horne, ce n'est pas bon. C'est faux. Hornblende. H-O-R-N B-L-E-N D-E. Toi, tu n'as aucun mot de juste. Toi, un seul, et toi, tu en as deux. Le cours terminé, le professeur Chan passe au cadeau et à la distribution des devoirs. Ce livre est désormais le tien. Emporte-le chez toi et étudie-le du début à la fin. Je veux que tu saches tout ce que contient ce livre. Cette classe est financée d'une manière très particulière. Plus je gagne de fric avec mes filles, plus j'achète de livres pour les gamins. Toi, lis ce livre. Donc, si tu connais des prostituées qui veulent venir travailler pour moi, j'ai du boulot. C'est en redistribuant une petite partie de l'argent sale que les chefs de gang se garantissent le silence de la population, très pauvre dans ces quartiers. Et comme toutes les mafias du monde régnant sur un territoire, les gangs jamaïcains ont mis en place une autre activité criminelle, le racket généralisé. C'est un autre front de la lutte anti-gang, nouvellement investi par la police, qui doit reconquérir les quartiers, rue après rue. Ce matin à Spanish Town, le sergent Mackenzie et son équipe parcourent le centre-ville. Et c'est armé de fusils d'assaut qu'ils chassent les racketteurs. Ici, c'est tolérance zéro. Tous les deux, venez par là. Que faites-vous ici aujourd'hui? Pourquoi vous restez debout comme ça, torse nu? Je pense que vous traînez. Alors je vous demande de quitter le secteur. La plupart du temps, les mecs des gangs sont juste là, comme lui, à attendre debout, pour racketter les chauffeurs de bus et de taxi. Un peu plus loin, à la station de bus, le sergent Mackenzie repère un autre comportement suspect. Vous êtes là pour voyager? Dans quel véhicule? J'attends ce minibus. Pardon? Cet argent, c'est pour payer mon trajet. Vraiment? L'homme ne convainc pas. Officier, fouillez-le. Fouillez cet homme. Pensez-vous que ce type est en train de soutirer de l'argent? Oui, c'est sûr. Une confirmation que l'inspecteur Mackenzie a obtenue discrètement auprès des voyageurs. À Spanish Town, tous les chauffeurs de taxi et de bus sont rackettés. Mais pas seulement. Quasiment toutes les entreprises et les commerçants de la région le sont aussi. Et ça peut aller très loin. À quelques kilomètres de là, à Linstead, ce supermarché vient d'être incendié. Son propriétaire avait refusé de payer. Par peur des représailles, il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Et c'est un ouvrier du chantier qui nous renseigne. Combien d'argent le gang lui a demandé? Quelques dizaines de milliers d'euros. La dernière fois, sur cette avenue, par là-bas, ils ont aussi demandé 250 000 euros à un autre supermarché. Pendant que le sergent Mackenzie traque les racketteurs sans relâche dans les quartiers les plus pauvres de Spanish Town, l'inspecteur Bernard dirige une autre mission tout aussi sensible. Il est en guerre contre les fraudeurs. Premier arrêt, ce bar qui lui paraît louche. Bonjour. Je ne vois aucune licence qui devrait être accrochée ici, là où je vois toutes ces bouteilles. Vous ne pouvez pas vous soustraire à la loi. C'est fréquent en Jamaïque? Très fréquent. La jeune patronne est priée de fermer son bar sur le champ. L'inspecteur enfermera 4 autres dans la journée. Cette pression permanente a un objectif, dissuader les resquilleurs et affirmer la présence policière au cœur des ghettos. Après la fraude aux licences d'alcool, celle à l'électricité, un sport national en Jamaïque.
Ils vont brancher ces fils sur le poteau pour obtenir du courant. Après, ils enterrent les fils jusqu'à chez eux, des centaines de mètres de fils. Ils volent de l'électricité. Plus d'un Jamaïcain sur 4 détourne l'électricité produite par le pays. Et ce n'est pas tout. Ils détournent l'eau, ils détournent l'électricité, ils vivent sans rien payer. Mais les gens sont pauvres ici, non? Oui. C'est un moyen pour survivre. Mais bon, dès ce soir, ils ont retrouvé du fil, rebranché leur installation, et tout reprendra comme avant. Même si le sergent Bernard comprend ce système D, il ne le tolère pas. Toutes les installations illicites qu'il croisera sur son chemin ce jour-là seront démontées. À quelques rues de là, fin de mission anti-raquette tendue pour le sergent Mackenzie. Elle patrouille dans l'un des quartiers les plus dangereux de Spanish Town. Ici, la police n'est jamais la bienvenue. Viens par là. Tourne-toi. Remonte ton pantalon, main sur la tête. Bon, t'as rien, ça va, tu peux y aller. Contrôlez-moi ce mec, en dehors de chez lui. Ne rentrez pas, restez à l'extérieur. Vous cherchez quoi? Des ennemis. Des membres de gang. Le sergent Mackenzie est sur ses gardes. Quelques jours plus tôt, les passagers d'une voiture lui ont tiré dessus. Ici, c'est le fief d'un des gangs les plus actifs, les One Order de Taouspen. Environ 2 semaines plus tôt, sur une petite route, on a été agressés par un groupe de gangsters dans une voiture. Quand ils se sont approchés, ils ont ouvert le feu. L'un de mes collègues a été touché. Sans son gilet pare-balles, il serait mort. J'ai vu ça si souvent. Tant de collègues mourir. Une émotion encore perceptible. Ces 10 dernières années, une soixantaine de policiers sont tombés sous les balles des gangs. Alors quand le sergent Mackenzie aperçoit un véhicule qui tente d'éviter la police, ses commandos ne prennent aucun risque. Vous, restez en couverture. Dites à cet homme de ne pas bouger. L'homme qui est dans la voiture, ne démarrez pas. Ne démarrez pas. Les balles sont engagées dans les canons des fusils d'assaut. Attention, attention. Dites-lui d'éteindre le moteur et de sortir. Soyez prudents. L'homme obtempère. Au moindre geste suspect, les commandos n'hésiteraient pas à faire feu. En Jamaïque, les policiers ont la gâchette facile et semblent même avoir carte blanche pour ramener l'ordre. En 12 ans, ils ont tué plus de 1500 personnes. Parmi elles, de nombreuses victimes de bavures. Sur cette vidéo amateur récente, on voit un policier exécuter froidement un jeune gangster au sol. Il était suspecté d'avoir agressé une jeune fille. Sur la suivante, un policier en uniforme sort en courant du commissariat et abat un fauteur de troubles. À bout portant. Avant de se retrancher dans son bureau. Il l'a tué? Le policier l'a tué? Oui, il lui a tiré dessus. Le policier a tué le type? Depuis l'an 2000, un seul policier a été condamné pour meurtre dans le cadre de ses fonctions. Enquêter sur les bavures n'est pas la priorité. Aux yeux des autorités jamaïcaines, l'essentiel est de reconquérir un territoire trop longtemps concédé aux organisations criminelles. Et les résultats sont là. Sur le plus grand marché de Kingston, les gangs se font plus discrets. Harpar, un livreur, dit travailler enfin l'esprit tranquille. En ce moment, c'est la police qui contrôle le quartier et les gangs ne sont plus trop présents au marché. Avant, tu avais des tas de types qui venaient te racketter 1 € par jour. Et si tu allais tout en bas du marché, tu devais repayer 1 € à un autre gang. C'était comme ça. Tu vivais entre la vie et la mort.
Parce qu'en quittant le marché, tu pouvais te faire agresser par un gars qui veut te voler ton argent. Harpar n'oubliera jamais ce qui s'est passé ici. J'ai perdu beaucoup d'amis, tu sais. Des amis qui marchaient ou poussaient leur charrette et qui se sont fait attraper par une balle perdue. C'était comme ça. Harpar est un ancien fermier qui cultivait des tomates et des citrouilles. Aujourd'hui, il parcourt les allées du marché à la recherche de petites livraisons. Voilà, j'ai toutes vos marchandises. Madame Falcon m'a donné $150 pour cette course. $150 jamaïcains, ce qui équivaut à 1,50 €. J'aime ce job, parce que ça vaut mieux que de crever de faim ou que de prendre un flingue et de finir un jour tué par la police. Débarrassé du racket commis quotidiennement par les gangs, Harpar parvient à gagner entre 10 et 30 € par jour, une somme correcte en Jamaïque. Avec ce salaire, il entretient toute sa famille, qui habite à quelques rues du marché. Voici ma maman, ma petite fille chérie et mon amour de femme. Fais-lui une jolie coupe, ma sœur, que je puisse lui faire des bisous tout à l'heure. Son chariot lui permet aussi de loger toute sa famille dans cet appartement qui, selon lui, est très confortable. Ici, c'est chez moi, le frigo. La cuisine où l'on prépare à manger, les plaques de cuisson. Là, c'est la salle de bain. Sois gentil, mon bébé. Et ici, c'est notre chambre, la télévision. Et on se détend comme ça sur le lit, en regardant la télé. Et voilà la deuxième chambre, où on dort. Son quartier a bien changé depuis l'arrivée récente de la police. Avant, en rentrant du marché, tu pouvais te faire découper la poche et voler ton argent. Tu pouvais aussi te faire arracher tes chaussures et tu devais ensuite repartir pieds nus. Et si tu résistais, ils pouvaient te tuer. Harpar a plusieurs fois évité le pire. Mais les quartiers débarrassés des gangs sont encore peu nombreux en Jamaïque. La répression a ses limites. Heureusement, le pays peut compter sur quelques rares initiatives privées destinées à écarter les jeunes de la violence des gangs. Cet homme, un boxeur professionnel, fait figure de pionnier en Jamaïque. Il s'appelle Tsetti Davis. Il a mis en place un programme choc intitulé « Boxer contre le crime ». Dans son ghetto, sur les hauteurs de Spanish Town, le boxeur a créé un fight club. Tous les dimanches soirs, les jeunes règlent leurs problèmes sur un ring fabriqué de briques et de brocs. Et les premiers résultats ne tardent pas. Les gens d'en bas ne pouvaient pas venir ici. Et ceux d'ici ne pouvaient pas descendre. Parce qu'il y avait des guerres entre les quartiers. Et ce ring a rassemblé tout le monde. L'idée de Tsetti est toute simple, des gants de boxe à la place des armes à feu. Si tu as une embrouille, tu viens m'en parler. Tu me dis, je veux régler un problème avec ce type-là. Je te dis OK. Si t'as ni couteau ni flingue, viens te battre ce soir, avec lui sur le ring. Sinon, reste chez toi. On ne veut pas de ça ici. Un des boxeurs qui va monter sur le ring ce soir habite à quelques kilomètres, dans un ghetto voisin. Quoi de neuf? T'es prêt pour ce soir? Oui, je suis prêt. Je pense à mon combat, j'ai peur de personne. OK, mais tu dois rester calme sur le ring. N'en fais pas trop comme si tu voulais tout écraser. Pour s'entraîner, Timothée a dessiné sur le mur le portrait de son adversaire.
La boxe a-t-elle aidé à apaiser les tensions entre les quartiers? Oui, beaucoup. Car maintenant, les gens sortent à nouveau entre amis ou en famille et recommencent à s'amuser. On n'a presque plus de violence ici. Ça, c'est vraiment calmé. La boxe a réconcilié les communautés. Tsetsi nous conduit maintenant à la rencontre d'un autre apprenti boxeur. Léon habite un ghetto où la violence fait rage au quotidien. Le champion de boxe sait qu'il a beaucoup de travail par ici pour apaiser les tensions. Comme tu peux le voir, il y a des tas de gars aux alentours. Il ne te dira rien ici, sinon il passerait pour une balance. Allons plus loin pour qu'il te raconte la vérité. C'est très dangereux de parler. Pourquoi? Ce n'est pas un endroit sûr. Dans cette communauté, ces regards des sourds aveugles, entend et reste sourd. Ce ghetto est pour moi l'un des pires. Tu as des tas de gangs, comme ce dessin. C'est un membre de gang. Et dans la voiture, le discours de Léon change radicalement. Tsetsi nous explique pourquoi. Tu ne parles pas de ce que tu vois, même si c'est un cadavre, même si c'est ton ami. Tu dois d'abord penser à ta vie. Sinon demain, cela pourrait être ton tour. De retour dans son ghetto, Tsetsi se fait défier en personne par Rara, un jeune de la communauté. Hé Rara, qui vas-tu étaler ce soir? C'est toi que je vais écraser, Tsetsi. C'est ça, c'est moi qui vais t'envoyer au tapis. Ta maman va venir pleurer en disant que je lui ai pris son fils unique. Tout le monde peut demander à affronter le champion, à ses risques et périls. L'essentiel, c'est d'évacuer sa haine. Dans le ghetto, on attend la soirée avec impatience. Trop de meurtres. Tsetsi est arrivé. Maintenant, on peut enfin s'amuser un peu. Grâce à lui, le respect est de retour dans notre ghetto. Un rappeur reconnu a même dédié une chanson au boxeur. 21h30, les premiers spectateurs arrivent. Sur le ring, Tsetsi ouvre le bal. S'il vous plaît, respectez les règles, saluez-vous. Vêtus de jeans et de t-shirt, souvent pieds nus, les jeunes des quartiers libèrent leur rage. C'est maintenant au tour de Rara d'affronter le jeune champion qu'il a défié quelques heures auparavant. Un combat sans cadeau. Le jeune Rara finit en sang, mais garde le sourire. Puis c'est le tour de Timothée, le garçon qui a dessiné son adversaire sur un mur. Ce soir, une partie des tensions entre les jeunes des ghettos s'est réglée sans armes et surtout en respectant des règles, celles de la boxe. Une victoire pour Tsetsi. Les combats commencent ici et se terminent ici. Quand la soirée est finie, les gens rentrent tranquillement chez eux sans violence. On est maintenant de nouveau tous ensemble. Il n'y a plus de guerre autour d'ici. Le boxeur professionnel est convaincu qu'avec son Fight Club, il a trouvé une solution à cette guerre des gangs qui ravage son pays. Officiellement, durant les 6 premiers mois de l'année 2012, la guerre des gangs a tué 204 personnes en Jamaïque. C'est 15% de moins qu'au cours du premier semestre 2011. Une baisse encourageante, mais la guerre contre les gangs est loin d'être gagnée.